Pour les systèmes, non nécessairement linéaires, les vibrations au voisinage d'une position d'équilibre peuvent donner lieu à une linéarisation, comme l'explique la fin du chapitre « Mécanique analytique ». On peut alors représenter le système physique par le système modal, grâce à un changement de base et de coordonnées correspondants, qui conduit à des équations indépendantes qu'on peut résoudre individuellement. Dans ce chapitre sera examiné le modèle dit « modal » d'un système à n degrés de liberté. Ce modèle est la base des méthodes de synthèse modale, la transformation en n systèmes à un seul degré de liberté permettant d'utiliser les méthodes de résolution vues pour ces systèmes. Il s'applique aux systèmes linéaires ou linéarisés. Revenons au schéma général présenté en introduction. La discrétisation du système mécanique permet de le modéliser avec un nombre fini de paramètres, encore appelés degrés de liberté ou coordonnées généralisées. S'il s'agit d'un cas de vibration, c'est-à-dire de petits mouvements au voisinage d'une position d'équilibre, des approximations conduisent à un modèle linéaire. Naturellement, il faut que la position d'équilibre soit l'origine des coordonnées. Sinon, il est nécessaire de faire un changement de variable. Dans le cas d'un système linéarisé, la résolution directe dans les domaines temporels ou fréquentiels reste possible. Toutefois, on a généralement recours à la méthode dite modale. Après avoir déterminé la base des modes propres, on effectue sur le système des équations un changement de coordonnées dans cette base propre, principale ou modale. On obtient un système d'équations indépendantes ou découplées en coordonnées principales ou modales, qu'on résout individuellement dans les domaines temporels ou fréquentiels. Le retour dans la base physique, par le changement inverse, fournit la solution en coordonnées initiales. Les équations de Lagrange, explicitées dans le chapitre « Mécanique analytique », permettent d'obtenir directement les équations de mouvement, en nombre égal au nombre des coordonnées généralisées QI. Elles s'établissent à partir de l'énergie cinétique T, du potentiel U et de la fonction de dissipation R, associée à un frottement de modèles visqueux ou linéaires. Les seconds membres FI sont les forces généralisées issues du calcul de leur travail virtuel ΔW, dans un déplacement quelconque. Au voisinage de l'équilibre, les coordonnées généralisées QI sont petites, ce qui permet de développer T, U et R, sous des formes quadratiques des QI ou Q.I, à coefficients constants, d'où on déduit les matrices symétriques associées, M, ou matrice de masse, K, ou matrice de raideur et mu, matrice d'amortissement. Calculons le premier membre des équations de Lagrange. Rappelons que les dérivées partielles telles que d rond T sur d rond Q.I sont des dérivées formelles. Par exemple, d rond T sur d rond QI est nul, puisque l'expression de T ne contient plus QI, après linéarisation. Calculons d rond T sur d rond Q.K, en remarquant, par exemple, que d rond Q.I sur d rond Q.K vaut 0, si K est différent de I, et 1, si K égale I. On en déduit que la dérivée d rond T sur d rond Q.I est égale à somme suivant J, de MIJ, Q.J. On peut généraliser en remarquant que la dérivée d'une forme quadratique est la forme linéaire correspondante. Par analogie, on déduit d rond U sur d rond QI, et d rond R sur d rond Q.I. D'où l'équation différentielle d'indice I, qu'on peut regrouper en un système différentiel matriciel, MQ seconde, plus MUQ point, plus KQ, égale au vecteur F de T des forces généralisées. Considérons l'exemple d'un système de deux pendules, non amortis, oscillant librement, sous l'effet de la gravité, à partir de conditions initiales de position et vitesse. Calculons l'énergie cinétique et le potentiel de pesanteur. En supposant les mouvements de faibles amplitudes, on développe à l'ordre 2 les formes quadratiques, obtenant ainsi les matrices de masse, M et de raideur, K, associées aux formes quadratiques. D'où le système différentiel en θ1 et θ2. L'amortissement visqueux n'est qu'un modèle parmi d'autres, même s'il est très utilisé du fait des relations linéaires auxquelles il conduit. Toutefois, compte tenu de sa nature, dissipation d'énergie dans les matériaux, frottement dans les liaisons, l'amortissement est difficile à quantifier, la plupart du temps. Enfin, même dans les cas où la matrice est numériquement connue, la prise en compte de l'amortissement dans la résolution entraîne des complications importantes. C'est pourquoi, la démarche généralement adoptée, consiste à ne pas prendre en compte, au départ,
l'amortissement et à introduire approximativement ces effets sur la solution en excitation forcée. On définit ainsi le système conservatif associé. La solution de cette équation différentielle matricielle est la somme de la solution QH de l'équation sans second membre et d'une solution particulière QP correspondant au type de chargement. Notons simplement Q la solution de l'équation du système sans second membre, c'est-à-dire celle des vibrations libres. Le système différentiel des n équations étant linéaire, du second ordre à coefficient constant, sa solution générale est la combinaison linéaire de 2 fois n solutions particulières, cherchées sous la forme vecteur QI exponentielle de RIT, les coordonnées du vecteur étant notées QIJ. En reportant dans l'équation matricielle, on obtient après plusieurs transformations, l'équation A, moins lambda I fois la matrice identité I, multipliée par le vecteur cherché QI égale 0, dans laquelle la matrice A est égale à l'inverse de M, fois K, et lambda I égale moins RI carré. Cela montre que les lambda I et les QI sont respectivement les valeurs propres et les modes propres de la matrice A. La matrice A égale à M-1 fois K n'est pas symétrique. Toutefois, d'après les propriétés de M, définies positives, et K semi-définies positives, il résulte qu'il existe toujours n valeurs propres réelles positives et n vecteurs propres réels. En posant lambda I égale oméga I carré, on peut écrire les deux n solutions particulières, sous les formes QI exponentielle de j oméga IT et QI exponentielle de moins j oméga IT, avec lesquelles on forme la solution générale, qui peut s'exprimer avec des fonctions réelles. Les oméga I sont appelés pulsations propres et les QI, modes propres. Les coefficients AI et BI sont réels, puisqu'il s'agit d'un système physique à solution réelle. Pour déterminer les oméga I et les modes QI, on peut utiliser la propriété établie précédemment, c'est-à-dire que les oméga I carrés sont les valeurs propres de la matrice A, associées au vecteur propre QI. On peut aussi revenir à la forme précédente du système, K-lambda IM, le tout multiplié par QI égale 0. Ce système homogène n'a de solution autre que la solution nulle, que si le déterminant de la matrice des coefficients est lui-même nul. Le polynôme caractéristique de degré n en lambda I possède n solutions, d'où les deux n solutions en oméga I. En reportant dans le système d'ordre n-1, on obtient les n vecteurs propres associés, définis à un coefficient près. Appliquons la méthode explicitée précédemment. Formons le déterminant de K-lambda IM. Ce polynôme du second degré en lambda I possède deux racines réelles lambda 1 et lambda 2. D'où oméga 1 et oméga 2. Reportons dans le système. On déduit le premier mode Q1, qui peut s'écrire de différentes façons, par exemple, le plus direct, de norme unité ou dont la première coordonnée est égale à l'unité. Procédons de même pour le second mode, écrit sous les différentes formes. En reportant dans la solution vectorielle, on déduit les deux coordonnées Q1 ou θ1 de t et Q2 ou θ2 de t. Les constantes d'intégration A1, A2, B1 et B2 seront déduites des quatre conditions initiales, de position et de vitesse. Utilisons un démonstrateur de l'exemple du pendule double. Les valeurs numériques de L et G et des modes sont données. Les pulsations et périodes propres sont calculées. La fenêtre de gauche représente la position du pendule double, à chaque instant, tandis que le graphe de droite représente les fonctions θ1 et θ2, en fonction du temps. La position actuelle du pendule correspond à la limite droite du graphe défilant. Le bouton « Stop et Go » lance les mouvements et leur enregistrement. Pour une meilleure visibilité, les amplitudes peuvent être changées par un coefficient. Ne pas oublier cependant, que la solution trouvée, n'est valable que dans l'hypothèse d'amplitude très petite. Un menu permet de choisir différentes conditions initiales préprogrammées. Commençons par le cas, condition quelconque. À côté du libellé, sont indiquées, dans l'ordre la position et la vitesse initiale du premier pendule, puis celle du second. Les mouvements semblent désordonnés, car la combinaison de deux fonctions sinusoïdales de fréquences non multiples, n'est même pas périodique. Poursuivons par un lâcher statique du premier pendule, c'est-à-dire sans vitesse initiale. Le second pendule pend à la verticale. Le mouvement est également d'apparence désordonnée.
De même pour le lâcher statique du second pendule, le premier ayant une position initialement verticale. Choc pendule 1. Les deux pendules étant alignés verticalement, on applique un choc sur le premier, modélisé comme une vitesse instantanément transmise. Idem pour le choc pendule 2. Tous ces mouvements sont d'allure désordonnée. Voyons, au contraire, les mouvements simples obtenus en donnant comme position de départ au système celle correspondant à l'un des modes, sans vitesse initiale. Par exemple le premier, la détermination des constantes d'intégration à partir des conditions initiales donne A1 égale 1, A2 égale 0, B1 et B2 nul. Le vecteur Q de t est donc proportionnel au premier mode Q1, à tout instant, le coefficient de proportionnalité étant égal à cosinus de oméga 1t. Le mouvement se poursuit donc de façon homothétique à la position de départ. Il est sinusoïdal de pulsation oméga 1. Contrairement au précédent, il est donc très simple et ordonné. Les deux mouvements sont en phase à la même pulsation oméga 1. Prenons maintenant comme position initiale de lâcher, celle du second mode. Le vecteur Q de t est proportionnel à ce mode Q2. Les mouvements sont sinusoïdaux, à la pulsation oméga 2. Les deux mouvements sont en opposition de phase à la même pulsation oméga 2. On note l'existence d'un point fixe, au second ordre, sur le deuxième pendule, il s'agit d'un nœud de vibration. Résumons, tout vecteur solution de l'équation homogène, ou sans second membre, se décompose sur la base des modes propres, les coordonnées ou projections étant des fonctions sinusoïdales de pulsations égales aux pulsations propres. L'ensemble des modes propres et des pulsations propres constitue la base modale du système. Propriété des modes propres, l'orthogonalité. Considérons deux solutions d'indices I et J, qui satisfont donc aux relations, multiplions ces relations à gauche respectivement par QJ transposé et QI transposé, transposons la deuxième relation, par soustraction, on obtient, pour des valeurs propres distinctes, les vecteurs propres associés possèdent les propriétés d'orthogonalité définies par les relations liées. Cette orthogonalité est donc différente de celle des vecteurs géométriques. Dans la relation précédente, considérons le même mode I égale J. La propriété d'orthogonalité ne s'appliquant pas, aucun des membres de l'équation n'est nul. On en déduit la relation donnant la valeur propre lambda I, ou la pulsation propre oméga I, en fonction du mode QI. Dans l'exemple du pendule double, on vérifie, aux approximations près, les propriétés d'orthogonalité des deux modes, et la relation avec les valeurs propres, qui ne sert ici, que de contrôle. Comme dans l'étude classique des vecteurs propres, on va effectuer sur le système différentiel matriciel un changement de base, afin d'examiner son correspondant dans l'espace des modes propres. Formons la matrice de changement de base, notée phi, en rangeant en colonne les modes propres QI. La matrice n'étant évidemment pas symétrique, notons le numéro du mode en exposant et ses composantes en indice inférieur. Effectuons le changement de coordonnées, en posant Q de t égale à phi s de t, soit en développant le produit, Q de t égale à somme suivant l'indice I, de QI fois SI de t, où les SI de t sont les nouvelles coordonnées ou coordonnées modales. Cela montre que le vecteur solution, Q de t se décompose sur la base des modes propres,
ces coordonnées sur cette base étant les solutions modales SI de T. Reprenons l'équation différentielle matricielle. Écrivons l'énergie cinétique, forme quadratique des dérivées première Q.I des coordonnées physiques, puis utilisons le changement de base, en remarquant que transposé de Q. Est égal à transposé de S. Fois phi transposé. Cela conduit à définir la matrice grand M ou phi transposé, fois M, fois phi, appelée matrice de masse modale. On définit, de même, la matrice de raideur modale grand K, associée au potentiel U, également forme quadratique des coordonnées physiques. Reste à transformer le second membre F de T, vecteur des forces généralisées. Rappelons qu'il peut être obtenu à partir du travail virtuel delta W des forces physiques, dans un ensemble de déplacements virtuels delta Q. Il s'écrit delta Q transposé multiplié par F de T, soit en calculant les delta Q en fonction des delta S, grand F de T égale phi transposé fois F de T. D'où le système en coordonnées modales. Examinons les propriétés des matrices de masse et de raideur modale. Le terme d'indice I et J de la matrice de masse modale s'écrit QI transposé, fois M, fois QJ. Mais d'après les propriétés d'orthogonalité des modes propres, ce terme est nul si I est différent de J. La matrice de masse modale est donc diagonale. Il en est de même de la matrice de raideur modale. On déduit, qu'en base modale, le système matriciel est, en fait, composé de n équations indépendantes. La y-ème ligne du second membre est égale à la transposée du mode QI, multipliée par F de T. L'équation différentielle en coordonnées principales ou modales s'écrit donc, après division par la masse modale MI, S seconde I plus oméga I carré SI, égale à 1 sur MI, QI transposé fois F de T. Le système des n équations liées, a donc été remplacé par un système de n équations indépendantes, chacune de ces équations étant relative à un système à un seul degré de liberté. On revient dans la base initiale, par une combinaison linéaire des modes propres, avec comme coefficient, les solutions modales SI de T. L'équation en base modale peut aussi être obtenue en multipliant, à gauche, l'équation matricielle initiale par phi transposé. Le changement de base modale sur la matrice d'amortissement, se calcule de la même manière, mais phi transposé, fois mu, fois phi n'est pas diagonale, en général. Considérons l'exemple d'un ventilateur axial, modélisé en éléments finis. Le moteur et les pales, en jaune, sont considérés comme rigides, et elles ne participent que par leur masse. La structure déformable est constituée par une collerette centrale, reliée par 4 bras à la collerette extérieure. Retirons dans la représentation des modes, calculés avec l'ensemble, le moteur et les pales. Le mode 1, à 58,7 Hz est un mode de basculement diamétral du bloc central et de la collerette de fixation. Voyons l'animation. Les bras fléchissent dans leur plan. Il existe un mode 2, de même fréquence, correspondant à un basculement autour du diamètre perpendiculaire. Le mode 3, à 82 Hz est une translation axiale du bloc central. Ce mode est unique. Le mode 4, également unique, est une rotation du bloc central autour de l'axe. On note que ce mode de rotation axiale est potentiellement critique, car sa fréquence, 148,1 Hz, est proche de l'harmonique 3 de la fréquence de rotation de 50 Hz. Il est donc susceptible d'être excité par les mouvements de l'ensemble tournant rotor-pale, notamment au démarrage et arrêt. Le mode 5, à 460,5 Hz, est une translation plane selon un diamètre. Le mode suivant de même fréquence, est une translation selon le diamètre perpendiculaire. On a vu tout l'intérêt des notions de base et de synthèse modale pour transformer le système de n équations liées en un ensemble de n équations indépendantes.